Bonjour à tous. Du coup, on repart pour parler de la maladie de Crohn et de l'implication de la nutrition par rapport à celle-ci. On a vu que c'était une maladie inflammatoire qui touchait le système digestif. Donc, on comprend assez aisément que tout ce qu'on va ingérer va potentiellement pouvoir avoir des répercussions sur le système digestif et créer des inflammations. Euh, Après, la gestion des poussées, qui va être votre premier problème si vous avez cette maladie, à savoir gérer les diarrhées, gérer les douleurs stomacales, la remontée acide et autres symptômes. Euh, il va falloir apprendre à gérer son alimentation pour éviter de favoriser des poussées. Euh, pour ça, il n'y a pas de 36 solutions. Moi, je recommande quand même d'aller voir un diététicien pour qu'il puisse vous orienter vers certains produits, et surtout en fonction de vos goûts. Et il faut éviter de tomber dans le piège des sur-régimes, notamment le régime sans résidus. Il faut savoir que le régime sans résidus, c'est un régime qu'on utilise pour, en règle générale, mettre le système digestif au repos. Alors c'est pas un repos total, puisque si jamais vous avez une grosse inflammation et que vous êtes hospitalisé, il se peut que les médecins euh, vous, euh, vous préconisent la mise au repos du système digestif. Donc là, c'est une procédure médicale, hein. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire vous chez vous à la maison. Enfin, vous pourriez faire une variante, à savoir un jeûne, mais je le déconseille fortement. Je le déconseille fortement quand même, le jeûne prolongé, parce qu'il y a une perdition d'énergie qui est significative. Du coup, oui. Donc si vous êtes euh, hospitalisé et que les médecins vous prescrivent une mise au repos totale du système digestif, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous mettre une voie veineuse. Moi, je l'ai eu, c'était au niveau de la sous-clave. Donc, ils ont été chercher la- l'artère sous-clavière. Donc là, on vous met une voie veineuse et on va vous injecter de façon quotidienne tous les nutriments dont votre corps a besoin. Euh, ce qui permet d'être alimenté sans avoir besoin d'ingérer d'aliments. Du coup, ça va permettre à votre système digestif de ne pas être sollicité du tout et de pouvoir résorber petit à petit l'inflammation et éviter une potentielle chirurgie, ou en tout cas réduire, si la chirurgie est toujours nécessaire, réduire l'impact de celle-ci. À titre d'exemple, euh, prenons un cas hypothétique où vous avez une inflammation sur un mètre d'intestin. On va vous mettre, enfin les médecins vont décider de vous mettre euh, le système digestif au repos pendant, mettons, 2 ou 3 semaines. Donc pendant 2 ou 3 semaines, vous allez être alimenté par perfusion. Euh, et, euh, et dans le cas où la chirurgie serait toujours la seule option pour régler le problème, il se peut qu'au lieu de vous enlever 1 mètre ou 1 mètre 20 d'intestin, en fait, on vous en enlève que 60 centimètres. Ce qui est quand même, ce qui est quand même plutôt bien. Ce qui est quand même plutôt bien, parce que bon, l'intestin c'est pas infini, hein, donc plus on va vous en enlever, plus ça va générer d'autres problèmes, notamment au niveau de l'absorption des nutriments. Il faut savoir que s'il y a trop d'ablation d'intestin, ben,
vous allez être obligé de vous alimenter euh, avec des compléments. Donc ça va être des gélules en fait, hein, de tout ce que votre corps a besoin, que ça soit du fer, des vitamines, des protéines, etc. Puisqu'en fait la distance que vont parcourir votre bol alimentaire dans vos intestins ne sera pas suffisante à ce que votre corps capte tous les nutriments dont il a besoin. Voilà. Donc ça c'est peut-être le truc le plus grave qui puisse, enfin le plus impactant qui puisse vous arriver, euh, c'est d'arriver sur un circuit court. Voilà. Euh, ça reste très très rare. Hein. Faut pas s'alarmer, faut pas se dire oh là là, je viens d'être diagnostiqué, je vais finir avec un circuit court. C'est pas, euh, c'est pas forcément le cas. Ça peut arriver, faut le savoir pour pas tomber des nues dans un cas enfin, où ça pourrait vous arriver. Mais faut pas focaliser non plus dessus. Et au moment du diagnostic, se dire bon bah voilà, ma vie elle est finie, je vais finir avec un circuit court. Non. Voilà, donc les régimes sans résidus. C'est des régimes qu'on utilise en règle générale soit avant une coloscopie ou une endoscopie, euh, soit qu'on va utiliser pour limiter euh, la sollicitation du système digestif pour justement euh, amoindrir les poussées ou venir tout simplement contrebalancer des poussées fréquentes. Euh, voilà, mais par contre, ce n'est pas un régime à appliquer quotidiennement, euh, puisque c'est un régime qui est quand même euh, assez pauvre en nutriments. euh, et du coup, ça va vous affaiblir. Euh, étant donné que, étant donné que bah, entre les poussées, votre travail et la vie en général, euh, vous allez cramer pas mal d'énergie. Votre première problématique avec une maladie comme celle-ci, ça va être de capitaliser en fait de l'énergie pour pouvoir bah, vivre correctement. Euh, si vous appliquez un régime sans résidus de façon quotidienne, euh, bah, cette captation d'énergie, cette capitalisation d'énergie, elle va être amoindrie. Et du coup, bah, les efforts quotidiens vont devenir plus pénibles. Et après, c'est un cercle, c'est-à-dire que comme vous avez moins d'énergie, vos efforts sont plus pénibles, donc vous avez tendance à faire moins d'efforts, donc moins de sociabilisation. Et bah là, c'est le début de l'enfermement, en fait, tout simplement. Ça veut dire que vous allez bah, moins vous permettre de sortir, donc rencontrer moins de gens, vous allez vous isoler, et puis quand on se retrouve isolé, le confinement l'a bien montré, on a tendance à cogiter. Avec une maladie comme celle-là, on ajoute à ça des douleurs qui peuvent être récurrentes. Euh, du coup, on sait que quand on a mal, euh, bah, notre pensée elle est moins claire. On a tendance à voir les choses un peu plus, bah, de façon un peu plus noire, et on sombre petit à petit dans la dépression. Et ça, c'est pas bon parce que si ça va pas dans la tête, ça va être compliqué d'aller bien dans son corps. C'est logique. Euh, D'où l'importance de bien s'alimenter. Et il faut pas hésiter à essayer de se faire plaisir. Faut pas tomber dans l'excès non plus, c'est sûr, mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas manger tout ce que vous voulez quand vous le voulez il faut absolument se restreindre à manger des pâtes et du jambon.
Voilà, c'est pas, c'est pas ça non plus. On peut s'accorder quelques écarts. On peut s'accorder quelques écarts. Euh, faut juste bien réfléchir au bénéfice-risque, tout simplement. Euh, je pense notamment à l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose de très agressif pour le système digestif. C'est c'est quelque chose qui va vous amener à avoir des poussées plus fréquemment. Mais ça dépend comment vous consommez de l'alcool aussi. Il n'y a rien de répréhensible à boire un demi-verre de vin une fois par semaine. C'est pas ça qui va. Vous risquez de le payer, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va vous amener forcément à l'hôpital. À l'hôpital. Après, ça c'est chacun qui va voir par rapport à sa pathologie, hein. Bien sûr, il y a des cas dans lesquels il faut absolument pas, même un demi-verre de vin, il faut absolument pas. Maintenant, si vous êtes en période de rémission, que tout va bien et et que, et que vous le sentez, bon, faut pas non plus s'enfermer gratuitement dans certains schémas et passer à côté de sa vie. C'est pas le but non plus, puisque en fait, tout ce qui va vous permettre de moralement aller mieux aura une bonne incidence sur votre pathologie. Donc voilà, c'est une histoire de balance. Les régimes sans lactose. Alors en fonction de la pathologie et en fonction des gens, euh, il est conseillé de consommer euh, moins de lactose brute. Par lactose brute, j'entends du lait directement et des fromages comme le Roquefort ou voilà. Si vous prenez du gruyère, des pâtes molles pressées, bon, ça va. Si vous mettez un peu de lait dans une purée, c'est pas, ce sera moins agressif pour votre organisme que si vous buvez un verre de lait, quoi. Euh, voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, vous allez avoir des patients qui vont très bien tolérer le lait. D'autres non. Euh, bon, c'est ça c'est à, à moduler, moduler en fonction de votre corps en fait, hein. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va être très acide et très épicé, ça c'est agressif pour le système digestif. Au même titre que l'alcool, euh, ça va, euh, ça va certainement vous déclencher une poussée. Euh, c'est euh, c'est quasi inévitable euh, parce parce que c'est des choses qui sont très irritantes. De la même façon, tout ce qui va être oignons, poireaux, euh, échalotes, tous ces produits-là, ce sont des produits qui sont quand même assez irritants pour le système digestif. Les céréales. Les céréales, si elles sont mal cuites, peuvent faire des dégâts aussi. Je pense notamment au riz sauvage. Le riz sauvage qui lui est plus long à cuire que du riz blanc. S'il est mal cuit, il peut faire mal. Il peut faire mal aux intestins et il peut créer des inflammations. Euh, Ça, c'est une évidence. Les régimes sans gluten. Les régimes sans gluten, là encore, euh, c'est pas attesté que si vous avez une maladie de Crohn, vous devez manger sans gluten. Ça, c'est voilà, il y a pas de contre-indication. Euh, Ça va être plutôt en fonction de vos propres goûts, de
votre sensibilité aussi. Il y a des gens qui effectivement, ont une maladie de Crohn et une intolérance au gluten. Euh, il y en a d'autres, absolument pas. Euh, non, c'est pas grippe Québec, non, effectivement, ce n'est pas très cool comme maladie. Est-ce que tu connais cette maladie parce que tu es toi-même atteint ou tu as quelqu'un de ta famille qui ou de ton entourage qui serait sujet à ça peut-être? Du coup, donc ouais, on parlait de l'incidence de la nutrition. Euh, les viandes rouges saignantes ou alors mon patron a commencé à avoir des douleurs en novembre dernier, il a perdu 80 livres, il savait pas trop ce que c'était, il avait de la difficulté à manger. Ah oui, oui, oui. Alors dans les premiers temps, ça arrive. Il a eu le diagnostic récemment. Ça arrive les maux d'estomac et ouais. Oui, alors après, tu peux rassurer ton patron dans le sens où c'est quelque chose qui devient de plus en plus connu. Euh, ah oui, bah ça, quand on n'est pas diagnostiqué et qu'on découvre la maladie, en règle générale, on la découvre parce qu'on a des grosses poussées. On a des grosses poussées, on a l'air très fatigué puisqu'on est anémié. C'est-à-dire qu'en fait, notre organisme n'arrive pas à capter tous les nutriments qu'il faut pour. Ah oui, pas cool. C'est une maladie reconnue handicapante en France, hein. Elle fait partie des 15 maladies prises à 100%. Enfin, et ouais, il y a des médicaments. Alors, c'est pas une maladie qui se guérit, mais il y a des traitements qui permettent de vivre avec, qui sont très bien, hein, qui sont très très bien. Après, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu contraignant dans le sens où il y a différents paliers de traitement. Euh, et notamment à partir du deuxième palier, ça implique des visites fréquentes à l'hôpital. Euh, mais honnêtement, avec traitement, on arrive à en vivre très bien. Sans traitement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Le plus dur, ouais, mais c'est en train de se démocratiser un petit peu. La parole est en train de se délier dessus. Parce que bah, comme c'est une maladie qui touche le système digestif et qui est franchement pas glam, hein, puisque le plus gros des symptômes courants, j'entends, euh, bah, on parle de caca, hein, voilà. Et la plupart des gens ont du mal à parler de caca. Euh, mais c'est vrai que se taire est. Ouais, ouais, bah oui, je comprends. C'est inquiétant. Tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, c'est plutôt inquiétant, hein. C'est sûr que bah, si demain vous avez des pustules qui apparaissent sur le bras, visuellement vous pouvez localiser qu'il y a des trucs sur le bras et aller les montrer. Maintenant, c'est sûr que quand on a mal à l'estomac et qu'on a des douleurs intestinales et tout ça, euh, oui, bah le côlon irritable, le côlon irritable, c'est assez fréquent en fait. C'est assez fréquent. Euh, mais c'est pas agréable en fait. Enfin, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas agréable
comme type de pathologie en fait. Euh, puisque euh, puisque quand tu vas être en poussée et que tu vas te retrouver à aller 6 ou 7 fois en 3 heures à la selle, bon, les deux premières fois ça va. Tu te dis, bon, c'est pas très agréable, très excitant, mais ça fait pas. Bon, voilà. Troisième, quatrième, cinquième, ça commence à brûler, hein. Et au-dessus de la cinquième, tu te mets à chialer sur les chiottes, hein, on va pas se mentir. Euh, alors, oui, bah oui, oui, je te le confirme. Il vaut mieux avoir le syndrome du côlon irritable plutôt que la maladie de Crohn. Puisque le syndrome du côlon irritable, ça va se circoncire juste au côlon. La maladie de Crohn, tu vas avoir des problèmes au niveau de l'œsophage, de l'estomac, de tous les intestins. Euh, Salut Simba, Simba Blard. Ok. Euh, et oui, pour répondre à ta question, oui, j'ai la maladie de Crohn, oui. Ah oui, j'ai été diagnostiqué quand j'avais 18 ans. Là, j'en ai 31. Je le vis pas trop mal. Je le vis pas trop mal. Je suis sous traitement, donc j'ai des pilules à prendre tous les jours et, euh, et je vais à l'hôpital en hospitalisation de jour une fois toutes les 8 semaines. Voilà, pour un traitement Remicade. Euh, c'est contraignant, mais ça me permet d'avoir une alimentation comme tout à chacun. Alors bien sûr, il y a des choses que je peux pas manger, notamment le citron par exemple. Le citron, j'évite. Les huîtres, je touche pas non plus. Euh, Tout ce qui va être en règle générale acide. Voilà. Si je vais tomber sur des fraises, des framboises, des trucs un peu voilà qui pulsent un peu, ça j'évite. Euh, Ça j'évite. Tout ce qui va être trop trop gras aussi. J'ai du mal à l'absorber. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Grâce au traitement, j'ai réussi à remanger de la viande rouge notamment, que j'arrivais plus du tout à digérer. Euh, donc ça, c'est vraiment positif. C'est vraiment positif parce que ça me manquait. C'est important de se faire plaisir aussi quand on mange. Euh, Parce que bon, passer son temps, comme je disais tout à l'heure, à manger de la purée. Là, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans. euh, et ça fait 2 ans que je suis sous traitement. Ça fait 2 ans que je suis sous traitement. Faut savoir que cette maladie, c'est une maladie qui touche 120 000 personnes en France et qui, en règle générale, est diagnostiquée entre 20 et 30 ans, pour la plupart des cas. Après, il se peut aussi qu'elle soit diagnostiquée beaucoup plus tôt. Ouais, ça, c'est possible aussi. En fait, c'est la plupart des cas qui sont diagnostiqués entre 20 et 30 ans, mais vous pouvez très bien être diagnostiqué à 40 ans, à 35 ans, à 60 ans, comme à 5 ans ou à 10 ans, hein. C'est possible. Euh, le diagnostic, quand il est posé et que vous n'êtes pas suffisamment âgé pour avoir un recul ou avoir déjà commencé à construire une situation, le diagnostic peut être violent à recevoir. Euh, je prends mon cas par exemple, j'ai été diagnostiqué à 18 ans, mais il y avait présomption à 16 ans. À 16 ans, j'étais en études. J'ai pris une petite claque quand même. Enfin, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de j'ai perdu du poids. Alors,
on va noter quand même que sur les malades de la maladie de Crohn, sur les patients, on va avoir deux types en fait de patients. On va avoir ceux qui vont avoir tendance à prendre énormément de poids, notamment à cause de la cortisone qui fait gonfler. Et il y a ceux qui, à l'inverse, ont énormément de mal à prendre du poids. Moi, je fais partie de cette catégorie-là. J'ai un organisme qui fait que, ben, en fait, je ne prends pas de poids facilement. Par contre, j'en perds très facilement. Donc euh, là, actuellement, je fais 1,75 m pour 56 kg. Euh, je suis sur un poids plutôt élevé par rapport à mes antécédents. Euh, Voire même j'ai jamais été aussi gros. Euh, il m'est arrivé en sortie d'hôpital de peser 41 kilos pour la même taille. Et ça, c'est très problématique. C'est très très problématique. Euh, Parce qu'à 41 kilos, bah, concrètement, même allongé, je faisais des vertiges. Euh, voilà. Donc ça implique compléments alimentaires. J'avais des crèmes ultra protéinées à manger pendant les repas pour essayer d'absorber. J'avais des compléments alimentaires sous forme de pilules et de poudre à mélanger à de l'eau. Ouais, ça a été assez chaud. Ça a été assez chaud et puis j'étais vachement jeune quand même. À cette époque-là, bah, c'était suite à la deuxième opération. J'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Euh, donc ouais, ça a été plutôt tendu, ouais. Ça a été plutôt tendu. L'acceptation de la maladie est pas aisée. Euh, Elle est pas aisée parce que, bah, notamment quand vous êtes jeune, en parler avec avec ses proches qui eux sont adultes, par exemple avec un grand frère, avec un oncle, avec ses parents. euh, bon, bien sûr, en fonction des adultes que vous allez avoir autour, ça peut être plus facile. En parler avec vos amis qui eux bah, sont ados, bah, ça donne mieux à des situations où en fait au lieu d'être écouté, bah, on va se faire charrier quoi. Parce qu'on est entre ados, que c'est comme ça et que encore une fois c'est pas quelque chose de visible en fait. Donc euh, donc, euh, donc ça peut être moralement difficile à encaisser. Ça peut être moralement difficile à encaisser. Mais c'est pour ça que j'arrête pas de dire que il faut pas hésiter à en parler, à dédramatiser, enfin à dédramatiser. Oui, à dédramatiser euh, la chose et à tourner à la dérision les symptômes. Non pas qu'on n'y accorde pas d'importance, mais je pense que le fait de s'auto-censurer parce que je vais parler de mes problématiques et du coup dire à mes potes que si je fais pas gaffe, je peux me chier dessus parce que c'est une réalité. Ça aide pas en fait euh, à, euh, à, à accepter la chose puisque euh, c'est tout un travail à faire. Si vous êtes en accord avec ça, ce qui est loin d'être facile, hein, mais si vous travaillez dans le sens à vous rire de ces symptômes, sans pour autant oublier enfin, sans pour autant dire que ce n'est pas grave, parce que ça reste quelque chose de grave, hein, ça reste quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère, mais mais ça va vous faire plus de mal si vous refusez d'en parler, si vous avez une gêne par rapport à ça. Le premier travail que je pourrais conseiller sur les nouveaux, en tout cas pour les jeunes, hein, pour les adultes, c'est différent puisque on n'a pas la même perception avec nos amis. C'est des gens qui vont avoir déjà un certain recul sur la vie, qui vont comprendre. Mhm. Ah bah c'est très inquiétant. Le fait de ne pas savoir et l'inconnu est très inquiétant parce qu'en fait on va avoir tendance à imaginer ce qui pourrait
comment se passer. Alors qu'en fait, euh, quand on sait, si tu as des doutes, hésite pas à aller voir un. Alors, je sais pas comment ça se passe au Québec, euh, mais en tout cas en France, tu peux aller voir un. Que t'as pas perdu de poids. Alors, tu peux, enfin, en tout cas en France, tu peux aller voir un médecin traitant pour qu'il te dirige vers un spécialiste. Bah, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que les médecins vont pas avoir tendance à vouloir sureffectuer des tests parce que c'est quand même assez intrusif. Je veux dire, si on n'est pas sûr, enfin si les médecins sont pas sûrs, si le corps médical n'est pas sûr qu'il y a quelque chose qui cloche, ils vont être assez peu enclins à te coller une anesthésie générale dans la tête, parce que ça, il faut savoir qu'une anesthésie générale, quand tu subis une anesthésie générale, ton corps met 1 an à évacuer la substance qu'on t'injecte pour t'endormir. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, voilà. Et donc te mettre une anesthésie générale, t'endormir, pour ensuite aller checker à la caméra tout ton système digestif, sans être sûr que ça soit réellement nécessaire, c'est quand même assez intrusif. Et malheureusement, bah, pour détecter une maladie de Crohn, euh, c'est soit ce type d'examen-là, soit tu as fait une énorme poussée, t'as besoin d'une chirurgie, et au moment de la chirurgie, ils vont faire des analyses. Après, tu peux être dans le cas, tu peux être dans un cas où, en règle générale, ils regardent les marqueurs inflammatoires. Ils vont te faire une prise de sang sur un moment où tu serais en poussée ou juste après une poussée, et ils vont regarder les marqueurs inflammatoires. Mais tu as des patients, comme moi par exemple, où bah, ces personnes-là ne marquent pas les marqueurs inflammatoires. C'est-à-dire que moi, ils ont fait une prise de sang, j'étais en poussée, je marchais, j'étais cambré, je pouvais pas me tenir droit, euh, et j'avais une partie de mon intestin qui était complètement inflammée, à tel point qu'il était rétréci, ça m'avait fait une occlusion, enfin bon. Voilà, donc j'étais en poussée avérée. Le médecin m'a ausculté et il a dit là, maintenant, tout de suite, tu es en poussée et elle va pas s'arrêter. On va faire une prise de sang, on va regarder ton marqueur inflammatoire. Bah, la prise de sang, elle a révélé zéro marqueur inflammatoire. C'est-à-dire que ce test-là, qui leur aurait permis de dire bon bah voilà, c'est marqué noir sur blanc, il a tant de marqueurs inflammatoires, donc il est en poussée. Bah, le marqueur inflammatoire disait non, non, il est pas en poussée, il a rien. Le monsieur va bien. Du coup, ça peut être, mais c'est assez rare, mais ça peut être problématique. Après, si tu as un syndrome du côlon irritable, c'est vrai que c'est des symptômes qui sont assez proches bah, d'une ERCH. Euh, Tu peux commencer par, alors ça va pas être très glam ce que je vais te dire, prépare-toi, mais tu peux commencer par, quand tu vas à la selle, regarder tes selles, tout simplement. Et si tu vois que tes selles sont noires, noir charbon, ou qu'elles ont un petit côté glaireux, je t'avais prévenu, c'est pas très glam. Bah, là, pour le coup, va peut-être voir le médecin et demande-lui de faire une coprologie, c'est-à-dire, ben, en fait, il va te demander de. Ah, bah alors, si t'as les selles noires, ça veut dire que t'as saigné au niveau de l'intestin. Ça veut dire que t'as digéré du sang. Parce qu'en fait, ton sang, une fois qu'il va être digéré, ben, en fait, le fer va ressortir. Et du coup, ce sang. Ouais, mais alors tu verras pas du sang rouge. Dans les selles, enfin, si tu vois du sang rouge dans tes selles, c'est que tu as certainement une fissure ou quelque chose proche de la sortie.
Si tu as un saignement qui s'effectue plus haut dans le système digestif, euh, ouais, voilà. Mais t'as fait de l'eczéma, mais proche de la sortie. Et du coup, bah, en fait, ça a râpé ton eczéma et ça a créé un petit saignement. Mais si tu as un saignement plus haut dans le système digestif, euh, ouais, plus haut dans le système digestif, tu verras pas de sang couleur sang. Tu verras une teinte un peu noire, au niveau de tes selles, parce que ton sang aura été digéré par ton système digestif. Euh, mais ça, faut pas hésiter. Après, si t'ont diagnostiqué de l'eczéma intestinal, il se peut que tu refasses une poussée d'eczéma tout simplement, et que c'est pour ça que tu as mal. Après, je suis pas apte à poser un diagnostic, hein, je suis loin d'être médecin, mais c'est vrai que ça peut inquiéter, et le fait d'avoir mal à l'intérieur de son corps, sans pouvoir voir exactement ce que c'est quelque chose de plutôt flippant, de plutôt flippant. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur, hein. Enfin, je veux dire, il faut absolument pas avoir honte de ça. C'est même plutôt courageux là d'en parler, parce que oui, oui, oui. Après, il faut être, c'est ça, hein, exactement. Il faut être à l'écoute de son corps. C'est pas dit que ça revienne pas, mais je te le souhaite pas. Loin de là. J'espère que tout ira bien pour toi, et que le problème a été réglé. Après, ce que je conseille toujours, euh, c'est dès que tu sens que ça revient, ou que tu as ce genre de symptômes-là, ne pas attendre en fait, parce que plus les gens vont attendre. euh, Ah oui, alors, euh, eh oui, le fast-food. Le fléau du fast-food. Le fast-food c'est bien, mais c'est pareil, c'est toujours, c'est comme tout, avec parcimonie, hein. Tu peux manger des fast-food. Maintenant, si c'est sûr que si ton alimentation n'est composée que de fast-food, eh ben ça va être compliqué d'être en bonne santé, hein. C'est, c'est- Le fast-food n'apporte pas tous les nutriments, et apporte pas mal de gras et pas mal de lipides et de glucides. Euh, Bien sûr, il en faut, mais il faut aussi des protéines, des vitamines. C'est là où il pêche un peu. C'est là où il pêche un peu. Mais, euh, mais vraiment, libérer cette parole-là sur les symptômes, et ne pas avoir honte de dire, bah, voilà, il m'arrive ça. Euh, c'est hyper important. Oui, mais alors justement, on peut en parler de ce rapport qu'ont les autres, étant donné que bah, c'est pas une maladie qui se voit physiquement. Les gens ont tendance à penser bah, qu'on abuse, tout simplement, qu'on simule, enfin que c'est du fake, quoi. Alors qu'en fait, vous avez une poussée peut arriver d'un moment à l'autre. Je veux dire, là, je suis en train de vous parler, je suis pas à l'abri qu'un jour, pendant un live, bah, vous me voyez partir en courant, parce que voilà, j'ai une crise de diarrhée qui se déclenche, et je peux pas faire autrement en fait. C'est c'est comme ça, et le patronat peut avoir, euh, peut avoir du mal avec ce concept-là, ne pas comprendre, puisque c'est quelque chose qui ne se, qui, puis ça ne s'anticipe pas. Je veux dire,
vous allez pas être au courant avant euh, que, euh, que vous allez aller aux toilettes, quoi. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, oui, ça arrive. J'ai une connexion qui est un peu fluctuante en ce moment. Euh, donc ça pour dire que en parler avec ses patrons, ça peut être une bonne chose. Ça peut vraiment être une bonne chose. Moi, je sais que je l'ai jamais caché à mes patrons. J'ai jamais, j'ai jamais caché à mes patrons cette maladie, cette pathologie, euh, parce que je pars du principe que il vaut mieux être franc quand on collabore avec quelqu'un, plutôt que de le cacher et de se retrouver dans des situations peut-être un peu délicates derrière, à devoir lui dire oui, mais en fait, voilà, c'est pour ça. Alors que si dès le démarrage, la personne est au courant, euh, ben, elle pourra peut-être mettre en place des choses pour vous simplifier la vie aussi. Elle se sentira pas flouée, elle se sentira pas arnaquée entre guillemets par votre comportement. Euh, voilà. Après, c'est pas obligatoire d'en d'en parler, à son patron. C'est, y a rien de, y a rien de contractuel. C'est-à-dire que ça, c'est votre décision. Un patron ne peut pas vous attaquer parce qu'en fait, vous ne lui avez pas dit que vous aviez cette maladie. Alors encore une fois, je parle pour la France. Euh, Canada, Québec, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est pas la même législation. Mais en tout cas, en France, vous n'avez aucune obligation de transparence là-dessus. C'est laissé à votre appréciation. Euh, Ça ne peut pas non plus être un motif de licenciement, la maladie de Crohn. Euh, c'est voilà. Mais, euh, mais bon, c'est sûr que pour les adultes qui sont diagnostiqués, c'est pas plus simple que pour un enfant, hein, loin de là, mais, mais, euh, mais c'est peut-être plus facile pour eux d'en parler avec leur entourage, puisque encore une fois, ils vont avoir un entourage qui a un certain passif, un certain vécu, et qui va avoir déjà plus conscience de ce que implique une maladie comme celle-ci. Euh, pour des enfants, ça reste quand même plus compliqué. Et le risque qu'il y a, c'est que quand on est diagnostiqué jeune et que du coup on a ce, ce diagnostic qui est posé, euh, on va potentiellement avoir tendance à se construire autour, ce qui est pas une super idée. Euh, Enfin, si c'est fait intelligemment, ça peut renforcer l'enfant. Si c'est mal amené et si l'enfant se construit autour, mais en s'empêchant d'en parler, un peu comme si c'était son secret, ça peut faire plus de mal que de bien en fait. Voilà, mais ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, l'incidence psychologique que la maladie peut avoir, euh, puisque je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, mais enfin pour revenir sur le sujet premier, l'alimentation, euh, il est sûr que bien s'alimenter
euh, par rapport à cette maladie, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre euh, de pouvoir faire des choses. De pouvoir faire des choses parce que certes la maladie est handicapante, vous avez quand même le droit de vivre. Vous avez quand même le droit de vivre et c'est même hyper important. Plus qu'un droit, c'est un devoir. Euh, Vivre à travers sa maladie et calquer son quotidien que sur cette maladie-là, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Euh, il faut pas hésiter à aller manger au restaurant, euh, même si vous rendez fou le serveur en lui posant tout un tas de questions sur qu'est-ce qu'il y a dans ce plat-là, etc. Pour être sûr de pas prendre de risques. Euh, il faut aussi ne pas hésiter à se déplacer, même si vous sentez que bon bah vous êtes peut-être un peu fragile ce jour-là. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'arrêter de m'arrêter dans des cafés euh, juste pour utiliser les toilettes et prendre je sais pas, un jus de fruits ou quoi à la volée comme ça au bar en disant au barman, il faut que faut que j'aille aux toilettes quoi. Euh, donc, euh, donc n'hésitez pas à vivre, n'hésitez pas à vous faire plaisir et parce que et oui, bah oui, l'enfermement, c'est sûr, c'est sûr puisqu'en fait vous avez l'impression avec cette maladie d'être piégé dans votre corps. Vous pouvez plus manger parce que dès que vous ingérez quelque chose, ça fait mal. Vous pouvez pas vous déplacer parce qu'en fait vous avez des crises de diarrhée régulières. Donc en fait vous êtes en train de vous dire mais si je suis dans la rue et que je me fais dessus, je fais comment? C'est hyper humiliant, c'est hyper voilà. Comme c'est quelque chose qui est vraiment pas glam, vraiment pas sexy, vous en parlez pas trop à votre entourage. Du coup vous avez tendance à intellectualiser et à tourner la chose dans votre tête. Ça occupe la plupart de vos pensées et au final vous êtes piégé. Enfin, c'est, euh, c'est hyper dur à gérer, ouais. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, n'hésitez pas à en parler. Et ceux qui se moquent, bah, qui se moquent, en fait. Mais, euh, mais ça sert à rien de le garder pour ça. Ça vous fera plus de mal que de bien et arriver à avoir un certain détachement sur ça et à en rire, c'est hyper important. Moi, je sais que mes amis par rapport à ça ont été formidables parce parce qu'ils m'ont permis d'exorciser la chose. Euh, je complexais énormément par rapport à cette pathologie au début de ma vie. Enfin, au début de ma vie, au début du diagnostic, quoi. Et c'est vrai qu'en parler avec eux, alors au début ça fait sourire, au début on est là, bon, c'est dégueulasse, ce que tu me racontes, tout ça, mais en fait, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de le sortir et 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 de l'évacuer. euh, Dans les deux sens du terme. Euh, mais non, non, c'est hyper important. Si vous allez bien dans votre tête, l'alimentation sera plus facile et les poussées seront peut-être moins violentes. Euh, c'est clair, c'est clair. Et si vous arrivez à vous alimenter mieux et du coup à absorber plus de nutriments, ben, vous aurez plus d'énergie et voilà, bah, c'est le cercle inverse que celui que je décrivais tout à l'heure. Avec cette énergie, vous allez pouvoir faire des choses, et en faisant des choses, vous allez moins penser à la maladie, et ça ira mieux par la force des choses. Ensuite, c'est une évidence. C'est une évidence. Pour ceux qui sont en France d'ailleurs,
qui ne vont pas super bien. Il y a la fondation François Aupetit qui, euh, qui, euh, qui encadre les malades, enfin les patients de la maladie de Crohn, qui organise des réunions. euh, N'hésitez pas à aller sur leur site internet. Euh, alors j'ai aucun lien avec eux, enfin je veux dire je travaille pas chez eux et je suis pas voilà je suis allé à une de ces réunions une fois euh, et c'était plutôt pertinent ce qu'ils ont fait. Voilà, donc n'hésitez pas à peut-être aller vers eux si jamais vous êtes en demande de soutien. Euh, parce que c'est hyper important de se sentir aidé sur ce genre de pathologie, hein. Voilà, voilà. Bon, mes amis, je vais vous laisser. Je reviendrai certainement demain pour un nouveau live et on abordera le thème de l'incidence psychologique et comment combattre un peu la dépression avec par rapport à cette maladie. Euh, L'ouverture de la parole et, euh, et j'espère que je te verrai demain, Crip Québec. Ce serait avec plaisir. Et donc voilà, on discutera un petit peu de pourquoi cette maladie peut être vraiment lourde à porter au quotidien, euh, le regard des gens et comment faire en sorte d'aller mieux dans sa tête et dans son corps quand on a une maladie de Crohn. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain. Bonne soirée!